Un dimanche matin à Paris. Chez les Foulignas, pas de grasse matinée. Il faut plier? Oui, sinon je ne peux pas les couper. C'est un rituel, tout le monde met la main à la pâte. Vous me les roulez, les filles? Vous mettez un peu de farine pour qu'elle n'est encore pas très sèche. Dans cette famille franco-italienne, Michelina, la maman, a appris très jeune à faire des pâtes. Un savoir-faire traditionnel qu'elle transmet à ses deux filles. A tagliolini, a pardelle, alla boscaiola, au sauce aux champignons. Il faut être délicat. Délicat comme tu caresses un ami. Fais essayer. Doucement, ma chérie. Voilà. Ici, on mange des pâtes tous les jours. Et comme tous les Italiens, on revendique la paternité de ce plat que le monde entier consomme. Ben oui, c'est vrai qu'on dit que c'est les Chinois qui ont inventé les nouilles, mais c'est pas leurs nouilles qu'on connaît, on connaît beaucoup plus les pâtes. On connaît les penne, on connaît les fusilli, les tagliatelles et les spaghettis, on connaît pas trop les nouilles. La pâte, c'est italien. Un Italien mange en moyenne 25 kilos de pâtes chaque année. C'est le record du monde. En France, c'est 3 fois moins, 8 kilos par habitant tout de même. Chez nous, 16 paquets de pâtes sont vendus chaque seconde. Le leader français, c'est Panzani, avec 130 000 tonnes de pâtes produites chaque année. Il est talonné de près par une grande marque italienne, Barilla, numéro 1 mondial. Le marché se divise ensuite entre Lustucru, quelques petites enseignes et surtout les marques de distributeurs. Pour nous tenter, tous ces industriels rivalisent d'ingéniosité. Sèches, fraîches, aromatisées ou farcies, on en trouve à toutes les sauces. Certains chefs ont même fait des pâtes, un plat de luxe. Alors entre tous ces types de pâtes, comment choisir? Et quelle différence existe-t-il entre les produits artisanaux, les géants industriels et les marques de distributeurs? Allez ragazzi, a tavola. Oh non. Voilà. Ça, c'est avec les fruits de mer. Waouh. Bravo. Voilà. Mia mamma, grazie mamma. La pâte, c'est la famille, c'est la pâte. C'est bon, va. Poco, meno. À Saint-Étienne, en plein cœur du centre-ville, la famille Cornan vend des pâtes depuis presque 100 ans. Madame, bonjour. L'échoppe n'a presque pas changé et elle est toujours le rendez-vous incontournable des amoureux des pâtes. Les rayés, combien? 250? Et voilà. Je venais ici quand j'étais tout petit. C'était un événement de venir chercher les raviolis chez Cornan, c'était la fête quoi. Et je me souviens à l'époque, on rentrait au milieu des pâtes là, le couloir était comme ça. Et moi quand j'étais comme ça, c'était trop bien quoi. C'était vraiment un grand jour. J'ai l'œil mais pas tout à fait le bon. Il y a quelques années, Luce Cornan a repris la tête de l'entreprise. Et elle a fait doubler le chiffre d'affaires. Et voilà. Grâce à des recettes très originales. On a 35 saveurs. Citron, on a orange également. Ail et persil, c'est du vrai ail, c'est de l'ail frais. Et puis vous avez les cèpes, les morilles, les pâtes tomates betterave, et puis un savoir-faire également, qui sont les pâtes recto verso. C'est un peu des pâtes de luxe. Ce sont des pâtes haute couture, de luxe. Mais ici, les clients viennent surtout chercher un savoir-faire traditionnel. La famille Cornan ne se contente pas de vendre des pâtes, elle les fabrique dans son arrière-boutique. Ça n'a pas fini encore. C'est un des derniers ateliers de fabrication de pâtes artisanales en France. À la tête des opérations, le père, Étienne, 80 ans, assisté de son neveu Jean-Clément, et à l'emballage, la tante Huguette, 88 ans. Plus, il n'y a que des amoureux des pâtes ici. Oui. Ah ben oui, pour faire ce métier, de toute façon, il faut être amoureux de... Pour être artisan, il faut être amoureux du produit. Si vous n'êtes pas amoureux du produit, vous ne pouvez pas transmettre l'amour dans le produit. C'est tout simplement ça. Hein. Et c'est parti. On va mettre le truc, là. Ils sont restés fidèles aux méthodes que leurs ancêtres leur ont apprises.
Ça coûte plus cher à produire des pâtes comme ça? Dans cette façon, oui. Il y a l'intervention humaine qui est primordiale. Et puis, fabriquer des pâtes sur une machine comme ça, il faut avoir un savoir-faire. Aujourd'hui, plus personne ne sait faire, à part mon père, qui, lui, est de l'âge de la machine. Mais au fait, comment fait-on des pâtes sèches? Il faut d'abord du blé dur que l'on va mixer pour être transformé en semoule et de l'eau. Le mélange est ensuite passé dans un moule. Penne, macaroni, farfalle, tout est possible. Enfin, les pâtes sont séchées. Plus une pâte est jaune, sans aspérité, plus elle est de bonne qualité. Les pâtes de moins bonne qualité sont plus grises, moins jaunes et moins brillantes. Sans parler du moule, hein. Voilà, simplement la matière première. Leur astuce, c'est le moule dans lequel sont pressées les pâtes. T'as tout monté? J'ai presque terminé, on va démarrer. Ici, on utilise le plus souvent un moule en bronze qui donne à la pâte une texture bien particulière. Quand vous voyez la pâte, elle est rugueuse. Elle a une gaine dessus. Et cette gaine, c'est le moule en bronze qui fait son aspect. Ça va permettre à retenir la sauce, tout simplement. Et ces pâtes-là, ce sont des pâtes à potage, hein, qu'on mange généralement avec de la soupe de poisson. Enfin, le dernier secret de ces artisans se joue sur ces grands casiers en bois dans lesquels les pâtes sont séchées pendant 48 heures. Ici, pour fabriquer le produit, on sait prendre le temps. Si vous les séchez vite, c'est comme quand vous faites cuire quelque chose de rapide. Vous saisissez et l'eau reste à l'intérieur. Alors que nous, elles sont à plat, elles vont être mises au séchoir. L'eau va commencer à s'évaporer. 24 heures après, nous allons les tourner pour éviter de les faire coller et les séparer une par une, et puis les remettre au séchoir jusqu'à ce qu'on obtienne 12,5 g d'humidité. L'eau va s'évaporer, mais doucement. Ils sont incapables de faire ça, les gros industriels. Chez les industriels, les pâtes seront 2 à 3 fois moins chères. Car chez les cornants, il faut 2 jours pour fabriquer des pâtes. Il en sort donc très peu chaque année, 40 tonnes en moyenne. Sur le marché des pâtes, la petite affaire des cornants pèse bien peu face aux mastodontes du secteur. Merci beaucoup. Au revoir. En France, 2 géants se disputent la première place. 2 sagas qui ont débuté il y a des décennies. Panzani, la française, avec 36% de part de marché, et Barilla, l'italien, 19% de part de marché. Depuis les années 70, les 2 industriels se livrent un combat sans merci. Nous sommes à Marseille. C'est dans cette grande bâtisse à l'allure un peu désuète que Panzani fourbit ses armes. Pour remporter la bataille des pâtes, toute une armée de l'ombre est mobilisée. Ténacité aujourd'hui? Ténacité, oui. D'accord. Avec leur étrange instrument de torture, les soldats Panzani évaluent la qualité des pâtes. À la tête de ce commando de chercheurs, Isabelle Aréquion, 12 ans de maison. Ben, ça se passe bien, là. Ouais. Bon, là, on voit que toutes les particules de semoule ont l'air de bien s'hydrater. Ça fait quelques petites boules, mais ça, c'est normal. On va pouvoir, la vider. La sortir, ouais. Les pâtes naissent en laboratoire, c'est vraiment là, la naissance de la pâte où on va faire des petits essais pour ajuster à partir d'une idée, à partir de mots que va nous donner le marketing, le concept. On va, nous, interpréter ce concept en développant des nouvelles formes. C'est donc ici que naissent vos pâtes. Et pour cela, il faut quelques notions de mécanique. Je suis dans le trou, là, c'est bon? Nickel. Une fois qu'il y en aura rien de posé, ça ira mieux. C'est bon, tu peux lâcher. Tu peux lâcher? Ouais, tu peux y aller. C'est sûr? Ouais, ouais. OK. Pour un produit, nous, on va développer peut-être 10 maquettes, 20 maquettes, ça dépend, pour vraiment ajuster exactement ce qu'on veut. Au niveau de la forme, au niveau du temps de cuisson, au niveau de la taille.
Donc ça demande un grand nombre d'essais pour y arriver. Ça a l'air parfait, ça. Une belle couleur, c'est vrai. Non, elle est nickel. Ouais, c'est bien, c'est bon. C'est vrai que c'est magique. On part d'un grain de blé et on se retrouve avec des choses comme ça. Après, on va pouvoir le stocker dans son placard pendant 3 ans sans problème. Et on va régaler toute la famille avec un bon plat, avec une bonne sauce. C'est simple, mais ça marche. Ok, bon, ça y est, c'est bon, là. On va pouvoir le mettre dans le séchoir. Pour rester numéro 1 en France, Isabelle Aréquion et son équipe ont instauré un drôle de rituel. Je sers, s'il te plaît, merci, la première. Chaque matin, à 11 h, les chercheurs se transforment en goûteurs. Au menu, une variété déjà sur le marché. Objectif, déceler le moindre défaut. L'usine, elle fait tout ce qu'elle peut pour faire la bonne qualité, mais malheureusement, on sait bien tout n'est pas parfait 365 jours par an et qu'il y a forcément des petites choses à corriger. Et en cuisine, les pâtes vont subir un traitement de choc. Le panel va déguster les pâtes au temps réel de cuisson. Là, on voit vraiment les qualités de texture de nos produits. Et à surcuisson, où là, c'est 2 fois le temps de cuisson pour nous renseigner sur la qualité de nos produits, ce qu'on appelle un crash test du produit, pour notamment tout ce qui est cantine, restauration ou des consommateurs qui vraiment ne sauraient pas cuire les pâtes. Ici, on a le droit de manger avec les doigts. C'est même plutôt conseillé. Je regarde si les pâtes sont délitées en surface, c'est-à-dire s'il y a de l'amidon qui est sorti de la pâte et qui abîme la surface. Donc elles ne sont pas lisses en surface. Et je regarde aussi si elles collent. Donc je regarde si elles collent aux doigts, je regarde s'il m'en reste sur les doigts et si ça colle. Et alors ? C'est une pâte qui a quand même encore un peu de nerf. Et c'est la référence, elle vaut 3. Grâce à cette méthode, elle repère chaque année 2 ou 3 incidents seulement, parmi des milliers de tonnes produites. Il faut dire que le groupe n'a plus rien à voir avec la petite affaire de son fondateur. Dans les années 40, Jean Panzani, un immigré italien, arrive en France. Avec dans ses bagages une spécialité dont il va faire un empire, les pâtes. Depuis, la marque a été rachetée par un grand groupe international, mais le siège et les usines restent dans l'Hexagone. Panzani nous a ouvert les portes du site de Nanterre, en région parisienne. Les ouvrières d'antan ont été remplacées par des machines. Bonjour. 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 Comment allez-vous? Bonjour. Ça va bien? La fabrication est désormais entièrement gérée par ordinateur. Et en à peine 1 heure, les machines gigantesques sortent 4 tonnes de pâtes. Le directeur, c'est Guillaume Marté. Il veille tous les jours sur la bonne production des différentes variétés. Nous avons des pâtes coupées, des pâtes longues, des pâtes poinçonnées, des pâtes enchevêtrées. Ici, nous sommes sur la ligne qui fabrique les pâtes poinçonnées. Et c'est cette forme-là, en l'occurrence ici, de feuilles qui vont être laminées. Et ensuite, on va utiliser cette feuille pour faire la forme de la pâte, de manière à obtenir des farfales, des poîtes poinçonnées en leur centre. Et c'est ça que nous allons sécher dans notre processus de séchage. C'est excellent. Il faut seulement 4 heures pour fabriquer des pâtes. C'est 12 fois moins que dans l'atelier de la famille Cornan. 75 000 tonnes sortent ainsi de l'usine chaque année. Une production à grande échelle qui permet aux Français de résister à son grand rival italien. C'est du côté de Parme, dans le nord de l'Italie, qu'est installé le plus grand fabricant de pâtes au monde, Barilla. Dans ces usines, on y produit 700 000 tonnes chaque année, 6 fois plus que Panzani, même si leurs méthodes de fabrication sont exactement les mêmes. Barilla, c'est une histoire familiale qui remonte au 19e siècle lorsque Pietro, un boulanger, décide de créer une petite fabrique de pâtes sèches. En 150 ans, son échoppe est devenue une multinationale qui pèse aujourd'hui 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Le patron, c'est Guido Barilla, 4e du nom. Mais depuis quelques années, ces 2 grandes marques se font grignoter des parts de marché. Nos magasins vendent des produits sous leur propre nom. C'est ce qu'on appelle des marques de distributeurs, des MDD.
Elles représentent un tiers du marché des pâtes et sont en moyenne entre 30 et 50% moins chères que les grandes marques. Ce que les consommateurs ignorent, c'est que la plupart de ces pâtes viennent en général toutes des mêmes usines. En France, 3 établissements seulement fabriquent la majeure partie des pâtes de marques de distributeurs. Un seul d'entre eux a accepté de nous ouvrir ses portes en Alsace. Ici, on produit des pâtes aux œufs pour la plupart des enseignes de la grande distribution. Alors, l'équipe du matin, c'est bien passé? Alors, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? On a de la MDD? R&D. D'accord, donc ça c'est pour l'Allemagne. Philippe Hamburger est le directeur de l'établissement. Le décor est le même que chez Panzani et l'ambiance est tout aussi bruyante. Ce qui diffère, c'est qu'ici on fabrique pour une dizaine d'enseignes. Là, vous avez des nids pour Carrefour. On fabrique pour plusieurs marques de distributeurs, pour Leclerc, Intermarché, Carrefour, Cora, Match, voilà, et puis pour des distributeurs étrangers également. Les MDD représentent 40% de la production de l'usine. Les machines tournent donc à plein régime pour satisfaire toutes les demandes. Mais existe-t-il vraiment des différences entre toutes ces marques? Il peut y avoir des petites différences sur l'origine des matières premières. Par exemple, dans le cas de Reflet France, on est sur les matières premières 100% françaises, ce qui n'est pas forcément le cas pour d'autres distributeurs. Ça dépend du cahier de charge, ça dépend de ce qu'on me demande de fabriquer. Chaque distributeur a un cahier de charge extrêmement précis qui fixe différents critères, que ce soit la matière première, le packaging, la palettisation, la logistique, enfin tout ce que vous voulez. Vous voulez montrer les cahiers des charges? Les cahiers de charges, ça c'est une partie qui est confidentielle, ça j'ai pas le droit de le montrer. Chaque distributeur a ses particularités. Moi je ne souhaite pas montrer ça. Moi je fabrique ce qu'on me demande de fabriquer. Ce qui ne varie jamais, c'est le temps de fabrication. Quelle que soit la marque, il faut environ 4 heures pour faire des pâtes. Là, nous faisons des macaronis pour Intermarché. On a le sentiment qu'entre des pâtes Intermarché, des pâtes Leclerc, même des pâtes Carrefour, c'est sensiblement la même chose. Forcément, c'est sensiblement la même chose, avec peut-être de toutes petites différences, puisqu'ils veulent tous se positionner sur le même niveau de prix. Donc forcément, on va être sur des bases presque similaires. À quelques exceptions près, les pâtes de marques de distributeurs sont donc presque les mêmes pour toutes les enseignes. Mais en matière de prix et de recettes, quelques mètres plus loin dans l'usine, il y a d'autres paquets intéressants. L'entreprise a sa propre marque, les pâtes grand-mère qu'elle vend également en grande distribution, mais à un prix supérieur. Là, on a de la torsade grand-mère. Ça, c'est un propre marque. Elles sont vraiment différentes des pâtes de marque de distributeur? Sur la forme, non. Sur la forme, on a des formes communes, on a du process commun, des moules communs. Après, la différence va se faire sur la matière première, sur l'origine de la matière première. Ça crée des petites différences qui ne sont pas énormément fondamentales, mais bien que pour les connaisseurs, il peut y avoir une petite différence. Comment vous expliquez qu'elles soient plus chères que les pâtes de marque de distributeur? Pour accompagner sa marque de support publicitaire, pour faire de la com, comme on dit. On peut livrer sur différents points de vente, pas forcément du camion complet comme sur les entrepôts des distributeurs. Donc tout ça, ça a un coût, bien sûr. Et c'est tout ça mis bout à bout, ça crée des petites différences de l'ordre de plusieurs centimes sur le paquet de pâtes. Résumons. Une pâte Panzani ou grand-mère sera fabriquée en 4 heures et vendue entre 3 et 4 euros le kilo. Quant aux pâtes de marque de distributeurs, elles prendront le même temps de fabrication, mais seront elles vendues entre 1 et 2 euros le kilo. Pour une même durée de fabrication et des recettes plutôt proches, les pâtes MDD sont donc 2 fois moins chères. Alors pâtes artisanales, industrielles, complètes, blanches, aux œufs ou bio, comment faire pour s'y retrouver? Éric Roux est journaliste culinaire. Il connaît par cœur le marché des pâtes en France et il a accepté de nous détailler ce gigantesque rayon. À commencer par les pâtes complètes. C'est des pâtes où on a gardé en fait une partie du son lors de l'écrasement des grains de blé et donc on a gardé des fibres dedans.
Que vous dire de ça? Moi, je trouve, en termes de goût, je trouve pas ça très rigolo. Je trouve que c'est pas très agréable en bouche, ça cuit plus longtemps. Si vous avez une alimentation équilibrée, où vous avez un apport de fibres parce que vous mangez des légumes, que vous mangez une baguette de pain ou le blé tendre qui n'a pas été trop bleuté et qu'on a un petit peu de fibres, on s'en fout qu'il y ait des fibres dans les pâtes. C'est plutôt un argument de je veux me faire du bien à mon corps, donc je me prouve à ma tête que je me fais du bien à mon corps, donc je prends des pâtes complètes. Mais en termes de goût, moi je trouve ça même moins bien que des pâtes incomplètes. Dans nos rayons, il y a aussi très souvent des pâtes dites aux œufs, comme celles fabriquées dans l'usine de Philippe Hamburger. Les pâtes aux œufs, c'est quoi? En général, on le voit assez. Tiens, on va prendre ces pâtes-là, qui sont des pâtes alsaciennes. C'est dans la semoule très fine de blé dur, on va mouiller, non pas avec de l'eau, mais avec des œufs. C'est une forme de goût particulière. C'est plus souple, c'est moins ferme, ça cuit plus vite, c'est plus onctueux, c'est plus rond. C'est une pâte qui est plus souple. C'est une pâte... dans cette mesure, c'est une pâte qui n'a pas besoin de grand-chose. Et les pâtes bio, le paquet jaune derrière, ça a un intérêt? Il faut quand même pas oublier un truc, et ça depuis toujours, le bio, c'est pas fait pour que ça soit bon pour moi. C'est d'abord bon pour la terre. C'est-à-dire que le bio, c'est un système de production. Par voie de conséquence, dans ce que je mange, il y a théoriquement moins de pesticides, moins d'intrants, mais c'est d'abord bon pour le système culturel et pour la terre sur laquelle on produit. L'intérêt principal des pâtes bio, plus que le goût, c'est donc d'abord l'absence de pesticides. Mais parmi toutes ces recettes de pâtes, selon Éric Roux, il y a quelques critères de qualité à observer. Je pense qu'il y a un premier indice de qualité à observer sur un paquet de pâtes, c'est comment elles ont été fabriquées. C'est est-ce que la machine qui a servi à mouler les pâtes les a moulées très très vite, rapidement et les a rendues lisses, ou est-ce que c'est une machine qui a permis quelque chose de plus lent et qui les a rendues rugueuses. Et ça, on le voit avec une petite indication qui est trafilatura al bronzo. Non, mais ça, en fait, c'est que le moule est en bronze. Et ce bronze, ça permet de laisser une pâte rugueuse. Cette rugosité va permettre à la pâte, après cuisson, de ne pas être lisse et de ne pas laisser couler, en fait, l'accompagnement, la sauce. Si vous mettez simplement de l'huile d'olive ou du beurre dans vos pâtes, eh bien, cette pâte rugueuse va se chemiser, s'habiller avec cette matière grasse, donc avec le goût de la matière grasse. Et ça, c'est intéressant. Ça permet d'avoir quelque chose qui est bien meilleur en bouche. Deuxième critère, qui est un critère de nutrition, c'est la valeur en protéines. Vous savez, ces petites cases où on nous indique matière grasse, glucides, fibres alimentaires, nanana. Dans le cas des pâtes, le truc à regarder, c'est ces protéines. Parce que le blé dur a la qualité d'avoir des protéines. C'est sa caractéristique. Et plus vous avez de protéines, mieux c'est, parce que c'est un produit plus riche. Plus il y a de protéines, plus la pâte est donc nourrissante. Alors, taux de protéines des pâtes. Celle-là, grande marque italienne, on est à 12%. Ça, c'est une marque distributeur, on est à 13%. Grande marque, 13%. Marque artisanale, on est à 14%. Donc, et puis la particularité, c'est les pâtes aux œufs. C'est très riche en protéines, les œufs, très très riches. Et là, on est à 15. Alors là, on a 12. Là, on a 13, qui est quand même la grosse majorité, à la fois grande marque, marque de distributeur, voire marque artisanale. Là-bas, on a 14. Et là-bas, parce que c'est des pâtes aux œufs, on a 15. Ce taux de protéines se joue en fait des mois avant que les pâtes ne se retrouvent dans nos assiettes. Dans la région d'Avignon, dans le sud de la France. Albert Sabatier est agriculteur. Il cultive du blé dur qui se retrouve principalement dans les pâtes Panzani. Nous sommes au début du printemps, les épis sont à peine sortis de terre. Mais la période est cruciale, car c'est maintenant que le taux de protéines de son blé va se jouer. Et pour aider ses plants, Albert Sabatier ajoute un engrais bien particulier. Comme vous pouvez le voir, c'est de l'azote concentré à 33,5. C'est issu de produits pétroliers. Et en fonction des besoins de la plante, ça peut aller de 100 kg à 250 kg, voire 300 kg hectare, en fonction du stade végétatif de la plante et du besoin du moment. Qu'est-ce que c'est exactement ce produit? C'est un produit naturel? Ah non, c'est un produit chimique. Voilà. Un produit chimique très puissant qui va avoir des effets presque miraculeux sur son blé.
Cet apport d'azote va nous permettre, dans un premier temps, d'augmenter notre rendement. Et dans un deuxième temps, qui n'est pas des moindres, d'augmenter la qualité du blé dur final. À savoir, on va augmenter le taux de protéines, ce qui permettra aux industriels faiseurs de pâtes d'avoir des pâtes qui ne collent pas. Non seulement les protéines rendent les pâtes plus nourrissantes, mais elles favoriseraient également leur cuisson. Jusqu'à sa récolte dans 4 mois, Albert Sabatier va devoir ajouter de l'azote régulièrement. S'il veut vendre son blé à des industriels, il n'a pas vraiment le choix. Vous pourriez passer en agriculture biologique? Et produire du blé de qualité, c'est très compliqué. Pourquoi? Parce que si on ne peut pas apporter ce type d'engrais chimiques, on n'aura ni les rendements, ni les taux de protéines voulus par l'industriel. Donc après, peut-être certains marchés de niche permettent à certains agriculteurs d'en vivre, mais sur des grosses quantités comme l'exige Pandani, c'est impossible. Sa rémunération dépend en fait du taux de protéines de son blé. Plus il est élevé, mieux il sera payé. Tout au long de l'année, il doit aussi veiller à ce que ses plants ne se fassent pas attaquer. Il y a quelques jours, il a été confronté à l'apparition d'un champignon qu'il a dû là aussi traiter avec des produits chimiques. Ce qu'on peut voir là, sur ce type de feuille-là, elle a été atteinte par la septoriose en début de saison. Donc on a dû appliquer un traitement fongicide. La septoriose, ça provoque un dessèchement de la plante. Et si on n'intervient pas, progressivement, la maladie infecte toute la plante. De retour sur son exploitation, Albert Sabatier a accepté de nous montrer les différents pesticides qu'il utilise. Et il va tenter de nous rassurer. Donc ce que je peux ajouter, là on emploie, c'est le fongicide dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est une triazole qui permet donc de combattre tout ce qui est maladie cryptogamique, à savoir les petits champignons que je vous ai fait voir tout à l'heure. Et vous pouvez constater qu'il y a un délai avant récolte de 35 jours. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre comme produit? Donc, en autre produit, vous avez ce type de produit-là. C'est une sulfonyluréa, c'est un herbicide qui permet de combattre essentiellement les graminées, surtout les graminées. Et là, pareil, un seul traitement possible avec ce type de produit-là par an, avec un délai avant récolte de 90 jours. On est sûr de ne pas retrouver de traces après dans les produits? Écoutez, les industriels ont testé. Ils nous disent qu'il faut respecter au minimum, parce que ça, ce sont des délais minimums avant récolte. Si on peut avoir un délai plus important, c'est que mieux. Et partant de là, on n'a pas de traces sur le produit final. Et où est-ce qu'ils vont, ces produits alors? Ils sont absorbés par la plante, et puis après, ils sont dégradés. Hein. Ils sont dégradés. Et c'est sans risque pour la santé, vous nous le garantissez? À partir du moment où l'agriculteur respecte les délais avant récolte et les doses homologuées. C'est le cas de tout le monde? Je l'espère. Je l'espère. Mais les traces de produits chimiques disparaissent-elles vraiment? Quand nous mangeons des pâtes, ne mangeons-nous pas aussi des pesticides? L'année dernière, l'association Génération Future a fait d'inquiétantes découvertes. Ils ont analysé plusieurs produits à base de céréales comme les pâtes. Ils nous ont adressé leur rapport. Au fil des pages, les conclusions sont édifiantes. 75% des échantillons analysés contiennent des résidus de pesticides. Direction Gand, en Belgique. Pour en avoir le cœur net, nous avons voulu faire l'expérience nous-mêmes, dans ce laboratoire indépendant spécialisé dans la recherche de pesticides. Dans notre panier, 4 paquets de pâtes différents, des grandes marques, des marques de distributeurs, blanches et complètes. Là, c'est des pâtes qui viennent de France, c'est des pâtes qui viennent d'Italie. Donc ça fait 4 échantillons. Donc tu peux en passer un, d'accord? Oui. Les chimistes recherchent une quantité impressionnante de pesticides. 520 exactement. Les pâtes sont d'abord broyées pour être réduites en poudre, puis mélangées à des solvants. On a fait un décalage entre le produit et la partie où l'on va prélever pour analyser. Donc qu'est-ce que ça veut dire s'il y a des pesticides? S'il y a des pesticides, ils sont dans la partie supérieure. Oui. Quelques jours plus tard, nous recevons les résultats des analyses. Sur un seul paquet de pâtes blanches, des Panzani, les chercheurs ont trouvé 3 résidus de pesticides. Nous avons contacté l'entreprise. Cet échantillon-là
montre la présence de certains des produits. Maintenant, on est dans des valeurs qui sont très inférieures au seuil de la limite maxi fixée par la réglementation. Quand on les regarde un par un, on est entre très exactement 60 fois et 214 fois inférieur à la norme. Il n'y a pas un industriel sur le marché qui soit plus impliqué que Panzani dans le contrôle des produits. Le discours est a priori rassurant. Ces résultats, nous les avons tout de même apportés à François Veyrette. C'est lui qui avait réalisé l'étude de Génération Future. Dans ses analyses comme dans les nôtres, les taux relevés sont inférieurs aux limites autorisées par la réglementation. Pas de quoi s'inquiéter, quoique. La réalité, votre analyse le montre bien, c'est qu'on n'a pas dans la journée ou dans un repas un seul résidu de pesticides, mais on est exposé, vous voyez, rien que dans ces pâtes-là, à 3. Et vous en avez, on l'a montré nous en 2010 en analysant tous les aliments d'une journée, on trouvait quand même plus d'une vingtaine de résidus de pesticides par jour. Plus préoccupant, ces pesticides retrouvés dans les pâtes pourraient avoir des conséquences sur la santé des femmes enceintes et des enfants. C'est ce qu'on appelle des perturbateurs endocriniens. Les perturbateurs endocriniens, on le sait quand c'est le fœtus qui va être exposé à certaines périodes, ça peut engendrer des pathologies qui vont apparaître plus tard dans la vie. C'est-à-dire que le fœtus ne va pas être malade tout de suite, mais il pourra souffrir par exemple de maladies métaboliques plus tard, certaines, diabète, obésité. Des problèmes liés à l'autisme ou des troubles du spectre autistique. On a remarqué par exemple que les femmes exposées par leur environnement à des pesticides ont plus de risques, si l'exposition a lieu pendant le début de la grossesse, d'avoir un enfant autiste plus tard dans la vie. 7 à 8 fois plus de risques que les femmes non exposées. Faut-il pour autant arrêter de manger des pâtes? Pas forcément. Vous pouvez toujours les choisir bio. C'est la garantie de n'avoir aucun pesticide dans votre assiette. Produits chimiques ou pas, ces dernières années, la consommation de pâtes n'a cessé d'augmenter en France. Pourtant, elles n'ont pas toujours eu bonne réputation. Alors, comme de nombreux consommateurs, nous nous sommes demandé si les pâtes tellement appétissantes ne faisaient pas grossir. Nous avons demandé son avis à Pascale Modaille. Elle est nutritionniste et elle va nous expliquer comment cuisiner les pâtes pour qu'elles restent un plat équilibré. Donc là, mon eau bout, j'ai mis du sel mais pas d'huile, c'est absolument inutile. Et je vais mettre 100 grammes, donc ça va faire 2 personnes. Les pâtes en elles-mêmes ne sont pas très caloriques. Et ce qui peut être calorique, c'est ce que l'on met dedans. L'idée reçue que les féculents font grossir, elle a la vie dure. Il n'y a aucune raison de s'en priver, d'autant plus que ce sont des sucres lents qui permettent d'être rassasiés et de moins grignoter, et même le soir, puisqu'il n'y a aucune raison de se priver de féculents le soir. Ils ne font pas plus grossir, et même ils peuvent aider un petit peu à l'endormissement, donc c'est toujours une bonne idée. Il est recommandé de ne pas trop les cuire, c'est-à-dire de les manger al dente, un petit peu croquantes sous la dent. C'est comme ça que les mangent les Italiens. L'intérêt, c'est que les sucres lents sont moins, je dirais, cassés par la cuisson, et donc que l'index glycémique sera meilleur, c'est-à-dire la vitesse avec laquelle le sucre va se répartir dans le sang tout au long de la journée. Donc si elles sont très cuites, l'index glycémique est moins bon et elles sont moins rassasiantes que si elles sont cuites al dente. Si pour le docteur Modaille, les pâtes ne sont pas mauvaises pour notre santé, certains médecins vont encore plus loin et en ont fait un médicament. Nous sommes à Bologne, dans le nord de l'Italie. Enrico Roda est gastro-entérologue et nutritionniste. Perfetto. Il a mis en place un programme original spécialement dédié aux personnes en surpoids. Ici, on est dans un centre de réhabilitation. On fait de la gym, des massages et de la balnéothérapie. Venez voir, venez voir. Bonjour messieurs, dames. Et si habituellement, régime rime avec diète, le médecin a choisi au contraire d'encourager les patients à manger. Aujourd'hui, penne aux champignons. 5 jours par semaine, ils ont tous le droit à un plat de pâtes. Aujourd'hui, ce sont des pâtes aux champignons. Les pâtes qu'on leur sert sont très spéciales. Le docteur Roda a mis au point une recette adaptée, des super pastas enrichies en fibres.
Ce sont des portions calibrées, 100 grammes par jour, les mêmes pour tous. Mais c'est étudié sans gras, sans glucides, fait exprès pour nous qui sommes ici. À la fin du repas, le médecin fait sa tournée. C'est l'heure des comptes. Depuis que vous êtes ici, vous avez perdu du poids? Alors moi, je suis ici depuis mercredi dernier. Ça fait maintenant 5 jours et j'ai perdu 1 kilo déjà. 1 kilo, c'est pas mal. Mais le plus dur, c'est après, hein, vous savez. Il faut s'y tenir et bien suivre les règles. Petit à petit, vous allez construire votre régime pour y arriver. On va y arriver. Vous allez y arriver, c'est sûr. Vous pensez vraiment soigner les patients avec des pâtes? Oui, bien sûr. Nous pensons soigner les gens grâce aux pâtes. C'est une idée nouvelle. Et c'est un paradoxe. Jusqu'à aujourd'hui, on disait plutôt de ne pas manger des pâtes, parce qu'il y avait de l'amidon, du sucre. Durant toute leur vie, ces gens ont eu envie de pâtes. Quand ils passaient à côté d'un plat de pâtes fumant, l'eau leur venait à la bouche. En fait, aujourd'hui, on leur demande exactement le contraire. On va soigner les patients en surpoids grâce à des super pâtes riches en protéines. Des pâtes comme médicament, seuls les Italiens pouvaient l'imaginer. Avec les premiers résultats de son régime, le professeur Roda est devenu la coqueluche des malades. Comme un acteur d'Hollywood. Dans nos supermarchés, aujourd'hui, on ne trouve plus seulement que des pâtes sèches. Un nouveau genre de pâte a fait son apparition il y a quelques années. Fraîche, cette fois, et souvent farcie, elle surfe sur le succès des plats préparés. Des pâtes qui se cuisent plus rapidement et jouent la carte de la gourmandise. Depuis 5 ans, leur vente ne cesse d'augmenter. Le leader français, c'est Lustucru, une filiale de Panzani. Il est là aussi suivi de près par un géant italien, Giovanni Rana. Face à ces deux mastodontes, la Pasta di Angelo tente de se faire une place au soleil. C'est une petite entreprise française fondée par 2 amis qui partagent leur vie entre Paris et l'Italie. La production est confiée à une usine de l'autre côté des Alpes, près de Parme. C'est un matin particulier pour Nello, l'un des fondateurs. Le résultat de plusieurs semaines de travail, il va enfin découvrir sa dernière recette, des demi-lunes aux asperges et à la burrata. Alors, aujourd'hui, on va cuisiner... Les asperges sont arrivées? Elles sont là, c'est parfait. Bon, tu sais, on va avoir besoin de ricotta maintenant, non? C'est un grand moment, n'est-ce pas? Là, on débute une nouvelle recette, donc il faut qu'elle soit au point. Il faut qu'on soit tous d'accord, aussi bien Augusto, le directeur de la production, que moi-même. Je veux que ça soit juste super bon. Première étape, vérifier la pâte elle-même. La recette des pâtes fraîches est un peu différente. La pâte sèche, normalement, j'ai bien dit normalement, est constituée uniquement de blé dur. Là, on a du blé dur, on a du blé tendre et on a des œufs. Donc tout le changement sera sur les œufs, l'apport protéinique des œufs. D'autres ingrédients donc, et un temps de séchage plus court. Mais il y a une deuxième étape que Nello veut contrôler. La composition de sa farce. Ça, c'est à moi? Ouais, c'est le meilleur, bravo. Super. Alors ça, c'est ricotta, asperges, mascarpone, pour lui donner l'onctuosité. Et là, c'est ni plus ni moins que la burrata, avec à l'intérieur donc une crème. La farce, c'est ce qui donne le goût, mais c'est généralement aussi ce qui rend les pâtes fraîches plus caloriques. La phase finale, c'est l'assemblage. C'est maintenant que Nello va savoir si la recette imaginée fonctionne. On voit que le produit est bien pour plusieurs raisons. Donc les premières raisons sont la couleur. Aucun défaut, pas d'ouverture de pâte, elle a été bien pressée. C'est pas une pâte lisse, c'est une pâte très filomolombrose. Derrière, l'élasticité. Voilà, donc
Matière première. Super bon. A gusto. Il a beau être content de ses pâtes, il va maintenant devoir les vendre aux consommateurs français. En sortant de son usine, nous nous sommes demandé si les pâtes farcies n'étaient pas plus caloriques que des pâtes sèches. Nous retournons voir notre nutritionniste. Alors ça peut être plus ou moins calorique. Encore une fois, ça dépend de la portion. Vous voyez, pour 100 grammes, vous avez là 240 calories quand vous êtes basilic mozzarella. Vous avez là 240 calories quand vous êtes bœuf aux petits oignons. Celles-là, il me semble, sont un peu plus grasses. Vous êtes à 262 calories pour celle-là. Au final, c'est un peu plus calorique que des pâtes sèches qui sont assaisonnées avec des légumes, de la sauce tomate ou des fines herbes. Ça correspond à des pâtes sèches avec de la crème, du parmesan, les ingrédients qui sont dedans. La différence entre les pâtes sèches que vous accommodez et les pâtes fraîches farcies, c'est que la farce est déjà dedans et que la sauce va être sur la pâte. Donc, comme elles sont farcies et un petit peu plus grasses, il vaut mieux en manger moins souvent que les pâtes sèches. À consommer donc avec un peu plus de modération. Paris, au petit matin. La précieuse cargaison arrive directement d'Italie. On est en passion, on est en passion. Pour Nello et Angelo, son associé, c'est une journée capitale. Voilà. Voilà le bébé. À chaque lancement d'une nouvelle recette, ils investissent un supermarché. Ils ont une stratégie bien ficelée. Leur meilleur atout pour vendre, c'est Angelo lui-même. Grâce à ses talents d'ancien animateur de supermarché, ils espèrent écouler une 50aine de barquettes. Pour convaincre les consommateurs, Angelo a donné de sa personne jusque sur l'emballage. Et voilà, c'est fait. Ça vous plaît? Ouais, ça me fait tout le temps bizarre voir ma photo sur les trucs. Même si c'est pas trop rassemblant maintenant, hein, on dirait pas le même. Hein. Ok, c'est bon, là, on va les goûter quand même. Hein. On est venu pour ça. Une photo du patron, rien de mieux pour rassurer le client. Waouh. C'est le bruit que je préfère. C'est surtout sur son jeu d'acteur qu'Angelo mise. Pas de fromage, il ne faut pas lésiner sur le bel arrondi. Voilà. Je ne sais pas si vous connaissez la marque. Voilà, et c'est pour ça qu'on est là. La pasta di Angelo. Angelo, c'est moi. Je me présente. Enchanté. Voilà. Buongiorno. Piacere. Ça fait vendre, l'accent italien? Forcément, si on fait des pâtes, c'est quelqu'un de Naples, ça fait plus vendre. Mais ça, c'est pour tous les produits, ça ne vaut pas seulement pour les nôtres. Ça, comme je dis, ça vaut pour tous les produits au monde. Si c'est le Chine mandarin qui fait des riz cantonais, c'est beaucoup plus folklorique que s'il les fait. Ah, c'est juste ça. Vous allez en acheter vous-même? Je regarde les prix et j'en achète. Mais je regarde toujours le prix avant. C'est normal. Et c'est combien le paquet? 4,65 €. Ah oui, d'accord. C'est pas donné, mais c'est bon, on va essayer. Hein, et on vous dira après si on continue. Mais c'est pas donné. Signorita. L'Italie à Paris, ça coûte tout de même 10 à 20% plus cher que chez leurs concurrents. Durant les 3 heures de dégustation, les deux associés ont réussi à vendre une petite dizaine de barquettes de leur nouvelle recette. La stratégie semble fonctionner. L'année dernière, la marque affichait un chiffre d'affaires de 9 millions d'euros. Mais que valent vraiment les pâtes de la pasta di Angelo? Et les autres pâtes fraîches que l'on trouve dans nos rayons, sont-elles bonnes? Nous avons voulu les faire goûter à 3 connaisseurs. Michelina, la mamma italienne qui cuisinait les pâtes avec ses filles, Éric Roux, le spécialiste du marché des pâtes, et Julien Cohen, propriétaire de plusieurs restaurants italiens à Paris. Nous allons leur faire goûter à l'aveugle 3 recettes. Nous commençons par le leader des pâtes fraîches en France, l'Ustucru, acheté 2,85 € les 250 grammes. Bon, l'aspect, moi je dirais personnellement qu'on n'a pas l'impression que ce soit forcément fait maison à la main. Moi je sens tout de suite la pasteurisation sur la pâte déjà. Voilà. Ça c'est vraiment tout de suite. La farce, c'est pas mal. Pas très bon quand même. Non, c'est pas très bon, mais c'est pas immangeable. Ça colle un peu dans la bouche, même la farce à l'intérieur.
Effectivement, ça colle un peu. Ça colle surtout. La farce, c'est long de manière désagréable en bouche, moi je trouve. La deuxième assiette, c'est une recette au fromage de la pasta di Angelo. Achetez 4,15 € les 250 grammes. Qu'est-ce qu'on peut dire de leur aspect, de leur couleur? Elles sont très jaunes, c'est dur, c'est tendu, voilà, la pâte, ça devrait être relaxé, c'est pas très... Voilà, c'est pas très joli. Non, c'est pas très joli. C'est terrifiant comme c'est épais. C'est super épais. Et moi, je trouve l'aspect, en plus de la pâte, il y a un truc qui me dérange, c'est granuleux à l'œil. Effectivement, trop jaune, donc on peut soupçonner le rajout de carotène ou pire pour donner de la couleur. La farce n'a pas de consistance. Quand on appuie dessus, c'est une farce qui est un peu liquide. C'est un truc très, très bizarre. Alors là, c'est assez perturbant parce qu'il y a un truc assez intelligent, c'est qu'il y a une petite herbe qui donne un goût presque agréable. Mais derrière, la pâte, elle est très épaisse. Le goût de l'herbe, du coup, couvre le reste. Donc on n'arrive encore une fois pas tellement à savoir ce qu'on a comme farce à l'intérieur. Et je trouve ça assez insipide, en fait, finalement. Enfin, nous avons acheté ces dernières pâtes, présentées comme artisanales, dans une grande épicerie parisienne à 9,19 € les 250 grammes. C'est pareil que tout à l'heure, c'est pas terrible. Ça fait pas très envie, hein. Encore une fois, c'est très élastique, et puis on sent c'est épais, là, c'est... Ouais, on va goûter peut-être la farce, c'est mieux. La farce, c'est comme les premiers. Hein. Rien. Du fromage. On ne sait pas lesquels. Ça, c'est pas bon. Hein. Non, je suis désolé, mais... Pour savoir si les pâtes sont bonnes, ça paraît simple, mais il faut donc les goûter. Pourtant, lorsque les consommateurs se retrouvent face au rayon, le choix se fait d'abord sur l'emballage. Et ça, les industriels le savent bien. Sur les barquettes, ils nous vendent des recettes fondantes et croustillantes, avec d'alléchants morceaux de bœuf, de jambon ou de fromage. Ingrid Kragel est une spécialiste des fraudes alimentaires. Elle connaît bien les astuces des industriels pour nous vendre leurs pâtes. Il y a quelques mois, avec son association de consommateurs, Foodwatch, elle s'est attaquée à un produit de la marque Lustucru. C'est tortellini, jambon cru et parmesan. Elle reproche à la marque d'induire le consommateur en erreur par un emballage appétissant, en décalage selon elle avec la quantité réelle d'ingrédients. La législation oblige les fabricants à préciser les quantités seulement des ingrédients mentionnés en grand à l'avant de l'emballage. Donc on va s'intéresser à l'ingrédient qui est particulièrement mis en avant, c'est le parmesan. On le voit, il fait partie du nom du produit, donc on est en droit, en tant que consommateur, de s'attendre à la quantité, à une quantité décente en tout cas. Et puis on le voit là représenté visuellement, donc a priori c'est prometteur. Qu'est-ce qu'on constate? C'est que le parmesan est présent à hauteur de 2,8% de la farce. Donc on va calculer ce que ça fait 2,8%. 2,8% de la farce qui fait 120 grammes, on arrive à 3,36 grammes de parmesan. Alors qu'est-ce que ça fait 3,36 grammes sur 250 grammes du paquet? On va voir ça tout de suite. On y va. Alors ici, on a du râpé. Ben voilà, ça fait à peine une cuillère à café. Donc voilà, vous avez ici 3,36 grammes environ du parmesan promis en long et en large et graphiquement. Alors on va peser le jambon. Bilan de la recette, peu de jambon, seulement 28 grammes, peu de parmesan, mais de l'eau, de la semoule et des flocons de pommes de terre pour épaissir la pâte. Alors ils sont nombreux à entretenir ce flou. Pourquoi? Parce que ça leur permet de vendre plus de produits, évidemment, et de rendre leurs produits plus alléchants. Il ne faut pas oublier que derrière, il y a tout un discours marketing et une communication sympa, il y a beaucoup de publicité, et puis des parts de marché qu'il faut sauvegarder. Dans la mesure où on peut jouer de ces astuces et recourir à ces ruses, pourquoi s'en priver? Quand vous pensez manger des pâtes riches en jambon et en parmesan, vous mangez en fait beaucoup d'eau et d'additifs. Nous avons sollicité Lustucru pour recueillir leurs réactions, mais la marque ne nous a jamais répondu. À l'issue de notre enquête, nous pouvons donc conclure qu'une bonne pâte fraîche est en général faite à la main, avec des ingrédients simples et sans conservateur.
Côté pâte sèche, pour choisir de la qualité, il faut scruter les mentions très filées en moule en bronze. C'est la garantie d'une pâte qui accrochera la sauce. Regardez aussi le taux de protéines. À partir de 12%, c'est l'assurance d'une pâte nourrissante et qui résistera à la cuisson sans coller au fond de la casserole.